Bonjour, c'est Ketevan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Je me souviens de l'époque où j'étais étudiante. J'avais une copine qui rêvait d'être médecin. C'était son rêve depuis toujours. Elle vivait pour ça. Elle a passé les examens et elle n'a pas réussi. L'année suivante, pareil. La 3e année, elle a dû choisir dentaire. Elle n'avait jamais rêvé d'être dentiste. Elle s'était toujours vue chirurgienne. Et soudain, une nouvelle vie de canine et de molaire s'ouvrait à elle. J'ai souvent repensé à ça, en me réjouissant de n'avoir pas eu des rêves qu'un concours aurait pu briser. Mais il y a 1000 manières de voir votre vie dérailler, votre carrière, le chemin que vous aviez rêvé et qui soudain rétrécit, dévie, fourche. Voici l'histoire de Cédric Ancelin, racontée au micro de Jean-Loup Adenor, Théo Giquel, Brice Le Borgne et Andrea Laperna. Ça a été mon secret. Ça a été... j'ai été un acteur pendant des années. J'avais mon âme qui était détruite et j'étais pas prêt à accepter cet échec-là. À tout repas, midi ou soir, j'avais toujours un ballon dans mes pieds, en dessus de la table, toujours en train de taper le ballon à l'intérieur de la maison, où je cassais je cassais des verres, ou je cassais... Ma mère, elle en avait assez que je sois à l'intérieur de la maison avec un ballon, donc elle m'envoyait jouer, m'envoyait à l'extérieur, dehors, taper le ballon contre le mur, et j'emmerdais les voisins. Mes parents sont divorcés quand j'avais 3 ans. J'ai grandi à Paris avec mes potes de Paris, mes copains d'enfance que j'ai toujours contact, même maintenant. Et j'avais à tout jeune âge un grand désir d'être footballeur professionnel. Mes potes de Paris, eux, c'était beaucoup plus sur autre chose. Je vais pas dire, mais bon. Vous savez, quand on grandissait à Paris, dans les quartiers, dans les banlieues, c'est très difficile. Donc, beaucoup d'eux n'ont pas de rêve. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un rêve assez tôt et d'avoir pu en faire ma carrière. J'ai pas vraiment eu une enfance avec la cuillère dans la bouche, on va dire. 2 parents alcooliques. Grandi dans les quartiers difficiles de Paris. C'est moi qui amenais ma sœur à l'école, c'est moi qui allais la chercher parce que ma mère, elle était hôtesse de l'air, donc elle était très rarement à la maison, donc elle voyageait beaucoup. Donc c'est moi qui m'occupais de ma sœur avec mon voisin. Donc j'ai dû grandir très rapidement aussi avant d'intégrer le centre de formation à Bordeaux. Donc ça m'a donné un petit peu une maturité par la suite. Sur un week-end où j'étais en week-end avec un ami à moi, j'étais parti chez lui passer le week-end avec ses parents et être adolescent, on avait nos scooters, on était parti pêcher et je me souviens qu'il reçoit un message et ma mère voulait me parler par rapport au Girondins de Bordeaux qui avait envoyé une lettre, en demande de venir au centre de formation à Bordeaux et j'ai accepté. C'était mon rêve, donc pour moi ça a été facile, une décision assez facile. Donc voilà, ça s'est fait comme ça très, très rapidement. Après bon, j'ai intégré le centre de formation, les moins de 17 nationaux avec les Girondins. Il faut vraiment être fort psychologiquement. Parce que bon, vous avez votre coupure familiale, vous intégrez un centre de formation, vous ne connaissez pas vraiment tout le monde. Il y a 80 joueurs, jeunes joueurs qui vivent avec vous au centre de formation. Vous entraînez tous les jours. En plus de ça, vous allez au collège. Donc il y a ça. Il y a aussi la demande de faire les devoirs, d'avoir une bonne moyenne. Donc par la suite,
Je suis passé des moins de 17 nationaux là, au Girondin national 2 réserve, avec comme entraîneur Gernot Rohr, entraîneur allemand, très rigoureux, très demandeur. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre et comment dire, à me construire un petit peu un mental de ne pas me laisser marcher dessus. Parce que le milieu de football est fait de ça. Parce qu'il y a beaucoup de requins autour. Et, euh, et voilà, c'est là où ça a commencé. J'ai commencé vraiment à apprendre l'amplitude de devenir professionnel. Le mot défaite n'est pas dans le vocabulaire, on n'en parle jamais. Il faut gagner à l'entraînement, il faut gagner au match. Et voilà, donc tu commences un petit peu à voir la gagne. J'avais envie de passer ce palier à être professionnel parce que voilà, j'ai intégré ce centre de formation avec cette vue d'être professionnel. J'ai jamais pensé à ne pas être pro. Mais j'avais un petit peu cette arrogance aussi, cette habilité de pas penser à l'échec. Parce que c'est comme si tu avais une force, j'avais une force en moi et je savais très bien que j'allais devenir pro. On n'a pas été beaucoup à passer pro. J'ai été intégré très rapidement par les joueurs, par Dugarry, Zidane, Lizarazu. Et voilà, ils ont vu que j'avais un talent et j'avais quelque chose. J'ai fait quart de finale contre Milan AC à San Siro devant 80 000 personnes. La veille du match contre Milan, on part à l'entraînement ce soir-là à San Siro. On arrive dans le vestiaire, mais du marbre partout, j'avais jamais vu ça. Là, je me dis, t'arrives dans un monde là. Donc on fait entraînement, et moi je devais juste être dans la tribune. Et Gernot Rohr, après le match, il me dit, écoute, Franck, il s'est cassé type péroné, et il peut pas être dans le groupe demain, mais tu es dans le groupe. Et là, moi, j'étais tout content, moi. J'étais tout content. Donc, je suis sur le banc, le match. Et là, je vois les joueurs milanais sortir du vestiaire. Et je les regardais comme ça. T'avais Georges Weah qui était là. T'avais Donadoni, Di Canio, Roberto Baggio, Maldini. J'avais ces posters de ces joueurs dans ma chambre. Et de les voir devant moi, je me disais que j'étais pas à ma place. C'était comme si j'étais un petit garçon dans un magasin de bonbons. Je les regardais, je disais waouh. Et je me souviens que je regardais le match et il y avait Ganot qui m'avait dit va t'échauffer. Alors moi je pars m'échauffer et j'ai vite compris que j'allais pas rentrer. Donc je me suis mis derrière le panneau publicitaire et j'étais comme si j'étais un ramasseur de balles et je regardais le match. Et j'avais comment oublié de m'échauffer. Et à la fin du match, je me souviens que je courais après un des joueurs, je crois que c'était le latéral droit, où je voulais échanger mon maillot. Et il me regarde en me disant mais t'es qui toi? Le 15 mai 1996, je joue le match de la Coupe d'Europe, la finale contre le Bayern Munich. C'était à Bordeaux, Parc Lescure, guichet fermé. Donc nous, on part la veille à l'hôtel, donc on s'éloigne un petit peu de l'euphorie des supporters parce que il y avait encore cette possibilité de faire encore l'exploit qu'on a fait contre le Milan AC où on perd 2-0 à San Siro et on revient au Parc Lescure sur le match retour et on gagne 3-0. La veille, on part à l'hôtel. Je crois que c'est Zidane qui vient me chercher au centre parce que je n'avais pas de voiture à cette époque-là. On parle de football, on parle de tout et de rien. Et moi, je lui pose la question, mais pourquoi t'es autant aimé par les supporters? Il me dit, écoute, dans le foot, dans les matchs, tu peux passer complètement à côté des matchs. Mais si tu fais un moment magique, les gens sortent du match, non pas en pensant que tu as fait un mauvais match, mais en pensant du geste technique que tu as fait. Donc voilà, nous, il m'amène à l'hôtel. Il n'y avait pas de pression. La veille du match, on était parti, je crois, au Cap Ferré avec toute l'équipe, courir sur la plage. Tout le monde était tranquille. Il y avait Gaëtan Huard qui pratiquait son golf dans le couloir de l'hôtel. Au repas du midi, c'était tranquille. Dugarry, vraiment, comme il est tous les jours, à être le comédien de l'équipe, a toujours à chambrer un petit peu. Et
On était rentré sur le terrain 2 heures avant le coup d'envoi et le stade, il était pratiquement rempli. Et donc, il y a le coup d'envoi. Gernot me met sur le banc. Je me suis jamais dit, oh, tu vas rentrer, tu vas jouer, parce que bon, devant moi, il y avait les François Grenet, il y avait des joueurs beaucoup plus expérimentés que moi. Donc, le match débute, Bayern vraiment au-dessus, parce que on avait cette fatigue, parce qu'on avait joué 18 matchs en Coupe d'Europe et que le Bayern n'en avait joué que 8. Et le ballon arrive sur Lizarazu. Et Lizarazu vient pour tacler le ballon, parce que je crois qu'il y avait un joueur de Bayern qui était venu pour le tacler. Et il le tacle de côté. Et Kostadinov, je crois qu'il lui met une grosse semelle avec bien les crampons sur le genou. Donc il est sorti sur civière. Et je me souviens que Gernot, il regarde le banc comme ça. Et il me dit Cédric, tu rentres. Et moi encore, j'étais pas préparé parce que je pensais pas que j'allais rentrer. J'avais même pas mes protèges tibia. J'étais vraiment pas préparé. J'avais même pas fait mon échauffement. Lisa, il sort. Et Gernot, il me dit commande, allez. Alors, je lui dis ouais, attends, je prends mon temps. J'essaie de prendre mon temps. Je faisais pas style, j'étais sous pression, en panique. Je jouais sur le côté où il y avait les bancs de touche. Le ballon sort en touche et moi je cours pour attraper le ballon et là je m'aperçois que c'est Beckenbauer sur le banc de touche de Bayern et je le regarde comme ça. Je fais waouh, c'est quand même Beckenbauer devant moi. J'ai joué latéral gauche, j'ai fait pour moi un bon match sans avoir pris l'ampleur encore que c'était une finale. Pour moi c'était un match comme tous les autres. Sauf que voilà, les joueurs qui étaient en face de moi, j'avais leur poster dans ma chambre chez mes parents. C'est des moments que tu n'oublies jamais, c'est gravé dans ta mémoire, c'est gravé dans ta tête, ça t'arrive peut-être une fois dans ta vie. Et bien évidemment, j'étais déçu d'avoir perdu, mais je peux dire que j'ai joué une Coupe d'Europe. Donc mon nom allait changer. Il a complètement changé après ce match-là, parce que c'était télévisé devant des millions de personnes. Tu peux plus sortir quand tu sortais auparavant. À sortir, aller manger un quick avec un pote à moi du centre de formation et me retrouver à être envahi par des filles, des mamans, à me demander de signer des autographes sur une serviette. Ça m'était jamais arrivé. L'entraîneur a changé l'année d'après. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Toute l'équipe, pratiquement, a quitté Bordeaux et sont partis dans des grands clubs. Très rapidement, ils m'ont donné un contrat pro. Je savais très bien que le nouvel entraîneur allait venir avec des grands joueurs et j'allais peut-être pas pouvoir jouer à ma place. Est arrivé après Noël, je suis encore dans le doute de jouer avec l'équipe première à Bordeaux parce qu'il y avait des grands noms comme Benarbia et Yohan Miko à ma place. Donc encore, je jouais pas beaucoup. Donc je suis parti en prêt à Norwich. Je suis passé du petit jaune blondinet du centre de formation de Bordeaux à être on va dire, la star de l'équipe parce que voilà, j'avais cette étiquette et cette image d'avoir joué une Coupe d'Europe, d'avoir joué avec des icônes comme Zidane et Dugarry et Lizarazu. Je suis tombé amoureux de la culture anglaise, du football anglais. Les supporters sont tombés amoureux avec moi parce que voilà, j'avais cette chose différente des autres joueurs. J'étais technique et pas un joueur anglais qui taclait, qui courait à droite et à gauche. Mais j'avais cette façon où je faisais mettre les supporters debout. La phrase de Zidane qui m'a dit « fais des choses sur le terrain que les autres ne peuvent pas faire ». J'ai toujours eu cette phrase dans ma tête. Je me suis senti très très bien à Norwich au niveau de ma vie privée, de la ville. J'ai connu ma femme, ou mon ancienne femme, très rapidement à mon arrivée à Norwich et je me suis vraiment épanoui sur ma vie anglaise. J'étais sollicité tous les vendredis à parler aux journalistes. Voilà, j'avais beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de pression et j'étais pas vraiment, on va encore dire, éduqué, organisé moi-même à pouvoir faire face à tout ça. Donc j'ai beaucoup joué au départ, après je suis tombé blessé. Il y a eu changement d'entraîneur. Beaucoup de joueurs sont arrivés et à ma position, il y avait 4 joueurs. Donc si tu es blessé, tu te retrouves très rapidement 4e et c'est très difficile de pouvoir revenir pour pouvoir jouer
en tant que titulaire. Même si l'équipe première jouait à domicile ou à l'extérieur et qui perdait, c'était de ma faute parce que j'étais étranger, que je gagnais beaucoup d'argent. Donc l'entraîneur pointait son doigt sur moi tous les lundis à la réunion du lundi matin avant les entraînements. Et là, l'entraîneur me dit, écoute, tu fais pas partie de mes plans, je sais qu'il te reste encore un an de contrat, tu vas pas jouer, tu vas t'entraîner avec l'équipe réserve. Et là, c'était la première personne qui me voulait pas. Et voilà, ça a été un moment difficile. Et j'ai pas été préparé, j'ai pas été encadré, j'ai pas été éduqué à être dans cette situation-là. Parce que toute situation où j'ai été, où j'ai fait face, c'était des gens qui me voulaient. Mon habileté en tant que joueur professionnel avait été un petit peu touchée parce que j'avais jamais été dans cette situation-là. J'avais toujours été un peu mis sur un piédestal. Et en 2-3 minutes, je suis passé à plus être joueur et pas avoir un club. Et non, j'ai eu des gens qui étaient autour de moi qui m'ont très très mal encadré, qui m'ont dit prends ton agent, pars. Il y avait des agents qui m'ont promis la lune en me disant que voilà, ils avaient des contacts avec des clubs. Pour moi, il n'y avait aucun problème. Et j'ai pris l'argent et ces agents-là, ils ont pris une commission et voilà, ils m'ont jamais trouvé de club. Je suis arrivé au club de Norwich par la grande porte et je suis parti par la petite porte. Les supporters ne savaient même pas que j'étais parti, même un an après. Tu vois, c'est un échec. Ça a été un échec pour moi. Tu prends un grand coup de marteau sur ta confiance. Donc, tu n'as plus confiance en toi-même, mais surtout, tu n'as plus confiance en personne. Il n'y a plus personne autour de toi. Et pour moi, je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas été éduqué à être dans ces situations-là. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et j'avais toujours peur de retrouver un club et voilà, de me dire, ouais, non, t'es pas bon, physiquement, t'es pas bon, on ne veut pas, on veut pas te faire signer. Quand vous avez un rêve d'être joueur professionnel et votre rêve s'arrête, c'est difficile d'en trouver un autre. Dans la vie, on n'a qu'un rêve. Enfin, pour moi, dans mon exemple, j'avais qu'un rêve. Et mon rêve s'est arrêté trop tôt. Mentalement, je pouvais plus. Donc j'ai gardé cette dépression sur moi pendant 14 ans. Le deuxième coup de marteau, enfin plusieurs coups de marteau après Norwich, c'est le départ en Écosse où j'arrive au mois de novembre, tout seul. J'ai vécu dans un bed and breakfast. Donc il est arrivé à la fin de saison où ils m'ont pas gardé. Ils m'ont dit non, non, on veut pas te garder. Donc je suis parti. Et il y a un gars qui est venu me parler, qui m'a dit ça t'intéresse de venir en Amérique du Sud. J'ai fait oui, oui, oui. Et il m'a parlé de la Bolivie qui jouait la Champions League. Et j'ai dit ouais, ouais, ouais. Je suis parti là-bas sans faire mes vaccins de malaria et tout ce qui suit derrière. Et je suis tombé malade 2 mois après en Bolivie, à ne pas pouvoir m'entraîner, à être à l'hôpital. Et là, j'ai dit, bon, écoute, il faut que tu rentres. Donc, je suis rentré en Europe. Je suis rentré en France au départ, parce que c'est là où j'ai appris que bon, j'étais en dette par rapport à une personne de ma famille qui m'a endetté, qui m'a endetté vraiment bien. Et là, c'est là la dépression, elle a commencé à tomber. Mais bon, je savais pas vraiment ce qui se passait dans ma tête. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais bon, j'avais peur d'en parler. J'ai pas joué pendant énormément de temps. J'ai commencé à boire de l'alcool. Je me suis un petit peu vu comme mes parents. J'avais bien évidemment dit que je voulais, ou promis que je voulais jamais être comme mes parents. Et je me suis retrouvé à me lever le matin, à boire de l'alcool, à manger du n'importe quoi. J'avais pris 20 kilos. Vraiment pas bien dans ma tête, vraiment pas bien dans mon corps. La dépression, elle avait complètement pris le contrôle de mon cerveau. Et je planifiais mon suicide 30 à 40 fois par jour, sans dire à personne, même pas à ma femme à cette époque-là. J'en parlais pas. J'avais gardé ça sur moi. J'avais fait une tentative de suicide en 2012, à prendre des cachets. C'est ma femme qui, à l'époque, qui m'a sauvé. Et j'avais décidé de pas en parler. Après ça, j'avais décidé de pas en parler. Je vivais dans une caravane parce que j'avais tout perdu. J'avais plus goût à la vie, j'avais plus quoi faire. Je faisais rien du tout. Je restais enfermé. J'avais peur de sortir de chez moi parce que j'avais peur du regard du public. Pour moi, rester enfermé devant 4 murs, c'était un petit peu ma sécurité.
septembre 2015, ma femme, à cette époque-là, décide de partir à l'université à Londres pour étudier dentaire. Et non, elle part toute la semaine, elle revient le vendredi. Moi, j'ai 2 enfants, donc travailler à plein temps, m'occuper des enfants, aller les chercher à l'école, devoir, bain, dîner, bed, lit. Et sur ma première année, je me suis vraiment senti très seul. Et c'est sur les 3 premiers mois où je me suis, la dépression, elle a complètement grappillé mon cerveau, mais d'une rapidité impressionnante. Et il est arrivé juin 2016, je voulais me suicider, mais je me suis dit: «Tu peux pas faire ça, parce que elle va pas pouvoir reconstruire sa vie, elle va devoir quitter l'université. On a 2 petits garçons, tu peux pas faire ça». Donc j'avais pris l'option 2 de lui dire que je ne l'aimais plus, que je voulais la quitter. C'était un mensonge, mais bon, c'était la seule façon que je puisse lui dire pour la laisser partir et lui rendre sa vie, parce que je savais très bien que vivre avec quelqu'un qui est en dépression, même à cette époque-là, elle savait pas très bien ce qui se passait dans ma tête. J'avais refusé d'en parler, mais bon, j'étais plus le même. Je ne faisais plus rien, je restais tout seul, enfermé chez moi. Tu vois, la dépression, ça affecte la personne qui est en dépression. Mais la question est, ça affecte les personnes autour, ça affecte une famille, ça affecte des enfants. Et ces personnes-là ne sont pas aidées. Quand vous êtes en dépression, vous êtes un petit peu égoïste. Tout est, tout est autour de vous. Complètement. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que ça affecte la personne qui est dans votre vie. Donc je lui ai dit en juin 2016 que je voulais la quitter, et elle m'a rien dit. Elle est arrivé octobre 2016, et là elle rentre de l'université, elle me dit je te quitte, comme ça. Et là, ça m'a vraiment fait très mal. Mais bon, je le savais. Vous pouvez pas dire à une femme je ne t'aime plus, parce que vous savez très bien la réaction qui va se passer derrière. Donc elle me quitte au mois d'octobre. Au mois de novembre, j'ai décidé de me suicider. Donc il est arrivé un lundi soir où, après un entraînement de mon sport-études, je suis même parti avant la fin de mon entraînement. J'avais dit à mon collègue: bon, tu finis l'entraînement et je rentre chez moi. J'avais planifié ça le jour d'avant. J'avais acheté la corde, j'avais pris la corde dans le grenier, j'avais tout planifié. Et j'étais dehors en train de faire l'entraînement, et je me souviens, il pleuvait, il faisait gris, il faisait sombre. J'avais regardé le terrain et j'étais au plus mal. Et je me suis dit, voilà, c'est aujourd'hui. Je suis parti de mon sport-études, de mon boulot, donc il y a 15-20 minutes. Et sur le chemin, j'étais content. C'est la première fois que j'étais content. J'avais planifié mon enterrement après, j'avais planifié combien de personnes qui allaient être là, combien de personnes allaient être tristes, combien de personnes allaient pleurer. J'étais entré dans la zone comme si que je rentrais dans un match de football avant les matchs. Vous êtes dans cette zone-là, donc vous avez les détails de votre entraîneur qui vous dit les choses dans le vestiaire, qui vous donne des consignes. Et j'étais rentré comme ça, dans ce mode football. Donc voilà, j'avais aucune peur, voilà, c'était une joie. J'étais monté dans le grenier, j'avais mis la corde autour de mon cou, j'étais assis sur le rebord de mon grenier avec mon téléphone dans la main comme ça, et j'avais utilisé ma torche dans le noir. Et en tournant le téléphone, ça m'a ébloui mes yeux, et j'ai eu une réaction en me disant: ouh, il faut que j'appelle quelqu'un. Et j'ai appelé mon ami qui est Clark Carlisle, qui lui aussi est un ancien joueur pro, qui a fait une grosse dépression en 2014, qui lui, il a sauté devant un bus. Et j'ai dû lui parler, je l'ai appelé, il m'a répondu tout de suite. Et là, je lui ai dit tout ce qui s'est passé, pratiquement en 1h30, 2 heures, sur mes 14 ans. Pourquoi je l'ai appelé lui? Parce que je savais que je pouvais lui faire confiance, parce que je savais qu'il a été dans cette situation-là, parce que je savais qu'il a été dans mon monde de footballeur. Et je savais très bien qu'il allait pouvoir utiliser les bons mots, les mots exacts. Et vous savez, quand vous êtes dans cette phase suicide, il faut vraiment faire attention, parce qu'il y a des mots qui peuvent faire tourner et vous faire activer
à vous prendre votre vie. Et lui, il m'a donné que les bons mots, les mots que je voulais entendre, les mots exacts, les termes exacts, les phrases exactes. Il m'a dit, écoute, ce soir, tu restes pas tout seul. Tu restes pas chez toi. Tu vas voir un ami, tu dors chez ton ami. Demain matin, tu appelles le docteur. Tu lui mets une pression, tu lui dis qu'il faut que tu viennes. Et voilà, c'est ce qui s'est passé le lendemain matin. J'étais voir le docteur, je lui ai parlé et il m'a mis tout de suite en contact avec un hôpital psychiatrique ici à Norwich, et ils sont venus me voir, me poser des questions, et c'est là où le docteur m'a dit, écoute, m'a dit, t'es sévèrement en dépression. Et le moment où il m'a dit ça, c'est comme si que j'avais eu un sac de sable sur mes épaules qui était tombé, parce que je savais ce qui allait pas en moi. Et ça m'a fait, c'était mon premier pas vers à m'en sortir. Le deuxièmement, c'était d'accepter que la dépression, c'était une maladie. Et troisièmement, c'est bien évidemment prendre des cachets. La première chose que j'ai faite quand j'étais à l'hôpital, c'est faire mon lit. C'est la première task que je faisais quand j'étais à l'hôpital, et je le fais encore maintenant, c'est faire mon lit tout de suite. Ça, pour moi, c'est une chose positive. Donc ça me met tout de suite dans un bon état d'esprit dans ma tête. Et puis, je m'étais promis de faire 5 choses positives dans la journée. Ça pouvait être ouvrir une porte à quelqu'un, ou faire une tasse de café à quelqu'un, c'était parler à quelqu'un. Et voilà, je suis resté 1 mois et demi à l'hôpital, et mon dernier jour, je suis parti voir, j'avais un entretien ou une réunion pour avoir cette lettre de sortie, et elle m'a dit, tu as un nom ici à Norwich. Elle me dit, t'as jamais pensé à faire un article et en parler? Et elle m'a dit, ça va pas que t'aider, mais tu vas aider beaucoup de personnes. Elle m'a donné cette lettre de sortie parce que voilà, j'allais bien. Elle m'a dit, écoute, rentre chez toi, réfléchis. J'ai fait un article dans le Guardian, et depuis que j'ai fait cet article-là, j'ai ouvert d'autres portes. J'ai ouvert des portes. Et ça m'a aidé aussi à avancer dans ma vie. Et je suis sorti et je me suis promis, voilà, j'ai complètement tout changé dans ma vie. Les gens qui me comprenaient pas, qui veulent pas m'écouter, je les garde à bras de distance. Je me suis entouré de personnes, mes amis, où quand ça va pas, je sais très bien que je peux les appeler, ils vont être là. Mais je me suis entouré de personnes qui peuvent me protéger. Je regarde assez rarement la télé, j'écoute beaucoup de musique, je lis beaucoup de bouquins, et ça, voilà, ça me fait du bien. Ça fait que 16 mois, hein. C'est encore frais. Et la pente, elle est là, elle monte. Il faut que je m'occupe de mes enfants parce que j'ai pas été un père pendant si longtemps, parce que j'étais dans cette mémoire noire où je pouvais pas amener mes enfants à l'école, au parc, les amener au football, faire des choses que, voilà, parents et fils font. Je pouvais pas faire ça. Donc je me suis promis à me réconcilier avec mes enfants, à recréer un petit peu un lien avec mes enfants, papa-fils. Je me souviens que mon plus âgé, il est venu me voir dans la cuisine en me disant tu vas plus mourir maintenant, tu n'as pas besoin d'aller voir les anges dans le ciel. Mes enfants, c'est ma force, c'est ma force de me lever le matin, c'est ma force d'aller au boulot, c'est de faire les choses que je fais maintenant par rapport à la dépression, à devenir ambassadeur. J'ai une voix et j'essaie de l'utiliser, et j'ai envie de rendre mes enfants très fiers de leur père. Maintenant, j'ai beaucoup plus de confiance en moi pour en parler. J'en parle tous les jours, j'aide beaucoup de personnes. Je suis devenu ambassadeur du département ici. Je fais beaucoup de lectures, d'entretiens avec des services ici, des entreprises, des lycées, des collèges, des clubs professionnels, des clubs amateurs. Je suis devenu commentateur pour des matchs de Norwich City à la radio. Donc, je vais voir des matchs, je commente. Et maintenant, oui, voilà, je m'occupe d'un sport-études. C'est vraiment très important pour moi d'avoir mes élèves autour de moi, parce que c'est eux aussi qui m'ont beaucoup aidé dans mes moments difficiles, parce que ils font partie de ma vie pendant 2 ans. Ils passent beaucoup plus de temps avec moi qu'avec leurs parents. Donc pour moi, c'est vraiment très important de les avoir autour de moi. J'en parle tous les jours parce qu'il y a un besoin d'en parler. Maintenant, il faut en parler des choses comme ça. Et c'est plus un stigma. Il faut en parler. Il y a des gens qui souffrent silencieusement, et il faut pas. La dépression,
La dépression, c'est comme le temps. Ça vient, ça part, il fait beau, t'es content, il pleut, t'es dans le trou noir. C'est comme ça. La dépression, pour moi, elle partira jamais de ma vie. Et ça m'a fait du bien de me réinvestir dans un club en tant que joueur parce que ça m'a libéré, ça me libère de jouer 1 heure et demie. C'est quelque part où je suis heureux et que je suis pas jugé. Et c'est quelque part où je suis quand même bon. Et ça m'a manqué beaucoup. Donc le football m'a amené beaucoup d'échecs, mais il m'a beaucoup aussi instruit. C'est grâce au football que j'ai survécu. Cet épisode était signé Jean-Loup Adenor, Théo Giquel, Brice Leborgne et Andrea Laperna. Brice Leborgne a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Transfert est une production Louis Média pour Slate.fr. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à suivre Transfert sur les comptes de Slate.fr sur Twitter et Facebook et sur la page Transfert Podcast sur Instagram. Vous pouvez aussi m'y suivre @Chapulot et suivre les comptes de Louis Média. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.